Bine ați revenit la Festivalul Internațional de Carte Transilvania, ediția 7, Cluj-Napoca, 16-19 septembrie 2021. Iată că a trecut prima zi de festival, suntem în a doua zi și continuăm seria evenimentelor deosebite, evenimentelor speciale cu scriitorii speciali invitați anul acesta în cadrul festivalului. Astăzi avem onoarea să-l avem ca invitat prezent live pe online pe domnul François-Xavier Bellamy. Bonjour messieurs. Bonjour. Avem onoarea să o avem pe doamna profesoară Rodica Baconski. Bună ziua! Bună ziua! Și pe domnul profesor universitar dr. Aurel Codoban. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua! Vă adresez o invitație călduroasă la o discuție călduroasă, chiar dacă la Cluj plouă. Vom vorbi despre domnul Bellamy, vom vorbi cu domnul Bellamy și vom vorbi despre cartea lansată în premieră, acum vorbind în premieră despre ea, Dezmoșteniții, transmiterea extremă urgență, în traducerea doamnei Rodica Baconski și a doamnei Gabriela Denamur. Nu o să stau mult eu să fac un dialog, ci vă invit pe dumneavoastră la dialog. Doamna Baconski, aveți cuvântul. François-Xavier Bellamy, je vais parler français et roumain à la fois. Je commencerai par une présentation en roumain que vous allez certainement comprendre parce qu'il y a beaucoup de mots d'origine française là-dedans. Alors, domnul François-Xavier Bellamy debutează ca scriitor cu eseul polemic Les déshérités ou l'urgence de transmettre. Și explic aici de ce am tradus l'urgence de transmettre prin extremă urgență, pentru că publicul românesc cunoaște foarte bine filmul lui Sergiu Nicolaescu, Stejar extremă urgență, și am spus că va fi mult mai de impact acest tip de traducere decât o traducere cuvânt cu cuvânt. Domnul Bellamy revine cu o tematică asemănătoare într-o carte ulterioară care se numește Demeure, greu de tradus în românește, înseamnă de fapt dăinuire, casă, acasă, ceva ce ține efectiv de rădăcini, quelque chose qui tient en racine, voilà. Și discută în Demeure, ca și în prima sa carte, fascinația modernității pentru o mișcare continuă, o mișcare care refuză să se oprească și pierde din vedere puțin câte puțin tot ceea ce o leagă de trecut. Face acest lucru în prima carte, deci în Les Déshérités, începând cu o foarte interesantă punere sub semnul întrebării a trei mari filozofi francezi, Descartes, Rousseau și Bourdieu, din punctul de vedere al legăturii lor cu cartea. Din cei trei mari filozofi pe care îi cunoaștem ca niște repere pentru cultura franceză, domnul Bellamy reține demolatorii de carte. Acest lucru este deosebit de interesant și de aceea am insistat asupra termenului polemic. Ca și prima carte și cea de-a doua, Demeure, interpelează și actualitatea, amenințată de orizontul foarte apropiat a ceea ce dânsul numește o matesis universalis. Cărțile aprofundează, exemplifică analiza discernământului uman care își refuză sirși din lașitate, din inconștiență poate, din teamă de incorectitudine politică,
își refuză. Deci, această dăinuire, această legătură cu trecutul care ne asigură, de fapt, bazele existenței noastre și care poate pot să constituie, aceste legături cu trecutul pot să constituie efectiv un reper și un moment de reflexie a ceea ce suntem și a ceea ce dorim să devenim. Voilà, j'ai à peu près commenté un peu vos livres, en disant d'ailleurs des lieux communs. Bien sûr, ce n'était pas une analyse très, très poussée, très fine de votre texte, mais j'ai voulu le faire comprendre au public roumain et enfin, inciter ce public à prendre le livre et à le lire, notamment. Je vous donnerai la parole maintenant. Je prends le rôle, disons, de modérateur, et je vous donne la parole pour que vous nous exposiez, vous, vos opinions sur votre livre, vos opinions sur l'état actuel des choses en général. Et puis certainement, on vous posera des questions et M. Kodoban interviendra par la suite. Vous avez la parole. Merci infiniment. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on vous entend parfaitement. D'abord, je voulais vous remercier de votre accueil et de votre invitation et vous dire à quel point je suis touché de pouvoir partager ce moment, même à distance. Vous le rappeliez, je devais venir à Cluj au moment où le Covid a commencé à toucher nos pays et par conséquent, mon déplacement n'a pas été possible, mais j'espère bien qu'il redeviendra d'actualité dès que les circonstances le permettront. En tous les cas, c'est un très grand honneur de pouvoir intervenir à l'occasion de votre salon et je voudrais vous en remercier encore. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir parler assez bien votre langue. Je sais que la Roumanie a une proximité très forte avec la France et je crois que cette proximité est précieuse et féconde et je suis très marqué de voir que vous êtes capable de me comprendre. J'aimerais être capable de vous parler à mon tour dans cette très belle langue et c'est l'occasion pour moi de dire ma profonde gratitude à l'égard de Madame Bakonski pour la médiation qu'elle assure et pour son soutien à ce projet de traduction des Déshérités. Et puis un immense merci à Gabriela de Namur qui a eu l'initiative de cette traduction et qui l'a assurée avec soin. Je ne saurais dire combien je suis touché de ce projet. Pour un auteur, il y a toujours quelque chose de miraculeux dans le fait que quelqu'un prenne le temps de vous lire, mais que quelqu'un d'une autre langue prenne le temps de vous lire aussi à quelque chose de merveilleux. Et c'est le signe que le livre continue de nous réunir. Je suis venu à cette question de la transmission d'abord comme un professeur, parce que comme jeune professeur, j'ai été confronté à la crise éducative majeure qui traverse la France aujourd'hui. C'est malheureusement un sujet trop peu évoqué dans le débat public et je ne cesse aujourd'hui de tenter d'attirer l'attention sur la gravité des enjeux qui se jouent derrière cette question. Mais c'est un fait. Aujourd'hui, nous avons un jeune Français sur 5 environ qui a une difficulté dans la maîtrise du français, dans la maîtrise de sa langue. Nous sommes devenus le dernier pays en Europe pour l'apprentissage des mathématiques, comme l'a montré une enquête toute récente, alors que la France a une grande histoire avec les mathématiques. Vous évoquiez la figure de Descartes à l'instant. Et puis, aujourd'hui, nous avons un système scolaire qui est très profondément inégalitaire, qui fait que dans les familles où le milieu social est élevé, eh bien, la culture continue de se transmettre, alors que pour les familles modestes, au contraire, l'échec de l'éducation nationale produit le plus d'effets. Et donc, j'ai voulu m'intéresser à cette question parce qu'il m'a semblé
Et c'est toute l'idée que je tente de défendre dans ce livre, que Madame Bakanski, vous avez peut-être trouvé polémique, mais qui était une tentative de mettre simplement et paisiblement des mots sur un sujet souvent extrêmement sensible. Il m'a semblé que cette crise de l'éducation n'était pas un échec, qu'elle n'était pas le signe que quelque chose avait échoué dans notre projet pédagogique, mais qu'elle correspondait au contraire à une réussite, à la réussite d'une certaine idée de la relation entre les générations, à la réussite d'une certaine idée de ce qu'est la culture, de ce qu'est une civilisation, et puis, et c'est peut-être le point le plus sensible, à la réussite d'une certaine idée de ce qu'est la liberté. Lorsque j'étais jeune professeur, dans le cours de ma formation, j'ai été très marqué de ce que tout nous était enseigné pour que nous ne transmettions pas des connaissances. Il ne fallait pas transmettre un savoir, il fallait que les élèves construisent leur propre savoir. Il ne fallait pas transmettre une vision du monde, il fallait que les élèves puissent inventer leur propre vision du monde. Et pour le dire autrement, la culture était perçue comme un bagage encombrant, quelque chose que l'on est contraint d'acquérir pour pouvoir avoir un métier, mais qui reste néanmoins une source de gêne, une inhibition à la liberté. Cette perspective, au fond, elle est partagée par toutes les sensibilités politiques. Certains diront qu'il faut moins de transmission, moins d'autorité pour garantir la liberté des plus jeunes. D'autres diront au contraire qu'il faut rétablir l'autorité, qu'il faut rétablir la transmission, quitte à réduire la liberté. Mais dans les deux cas, nous avons cette idée qu'au fond, tout ce qui est donné à l'autorité d'une génération, tout ce qui est donné à l'autorité des parents, des éducateurs, des professeurs, est nécessairement retiré à la liberté des élèves et des enfants. En réalité, cette question est éclairée d'une manière très, très récente par la crise du coronavirus. Lorsque nous avons été exposés à cette crise, les États, un peu partout en Europe, ont dû imposer des mesures de confinement et nous avons dû rester chez nous pour éviter que la circulation du virus ne mette en danger les populations. Et nous avons entendu plus que jamais auparavant cette formule bien connue de Montesquieu qui dit que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Au fond, nous vivons dans un monde convaincu que chaque individu dispose d'une sorte de liberté naturelle qu'il faut nécessairement accepter d'amoindrir parce que les autres sont là. Je suis libre et la menace qui pèse sur ma liberté, c'est l'existence de l'altérité qu'il faut nécessairement faire entrer dans une négociation collective. La menace qui pèse sur ma liberté, c'est l'existence de l'autorité avec laquelle il faut accepter des compromis plus ou moins pénibles. Il me semble que cette vision-là ne peut que condamner la culture, parce que la culture, parce qu'elle est ce qui nous relie aux autres, devient de ce fait l'aliénation de la liberté. Et c'est la raison pour laquelle le déni de la culture a atteint un point assez invraisemblable d'ailleurs, y compris dans le débat politique. Le président de la République, Emmanuel Macron, avait déclaré dans sa campagne « Il n'y a pas de culture française ». Et je suis sûr que, du point de vue de la Roumanie, cette affirmation est étrange. Comme il serait étrange pour nous de dire qu'il n'y a pas de culture roumaine, alors que nous connaissons la force, la richesse, la fécondité, la singularité aussi de cette culture, de cette langue. Bien sûr, la Roumanie, comme la France, ne sont pas des îles isolées du reste du monde. Et bien sûr, la culture roumaine est traversée, évidemment, vous le rappeliez, ne serait-ce qu'à travers sa magnifique langue, d'influences très variées et de traditions différentes. De la même manière, la France est le résultat d'un héritage pluriel. Il n'en reste pas moins qu'il y a bien une culture française.
et que d'ailleurs, dans tous les pays du monde, on connaît cette culture française et que nous avons la chance que beaucoup de pays du monde apprécient cette culture. Mais non, nous sommes dans cette situation de déni parce que nous croyons que la culture va piéger notre liberté. Emmanuel Macron ajoutait, ce qui fait l'identité de la culture française, c'est la diversité, c'est la créativité, c'est l'imagination de ceux qui peuvent être dans un instant donné français. Et donc, il me semble que cette opposition entre la liberté et l'altérité, entre la liberté et l'autorité, entre la liberté et la culture, ne peut que condamner la tâche de la transmission. Et combien de parents, combien d'éducateurs, combien de professeurs se sont dit un jour qu'en réalité, ils étaient en train de profiter de cette étrange période de faiblesse de l'intelligence humaine qui s'appelle l'état d'enfance, période dans laquelle notre raison se déploie, mais n'est pas encore totalement achevée, d'abuser de cette situation pour imposer à leurs enfants, imposer à leurs élèves des visions du monde ou des savoirs qu'ils ne voulaient peut-être pas recevoir. Eh bien, il me semble que ce scrupule est infondé, et ce que j'ai tenté de montrer dans les déshérités, c'est que c'est cette opposition qui n'a pas de sens. La vérité, c'est que nous ne devenons vraiment libres que par la culture. Nous ne devenons vraiment libres que par la rencontre avec l'altérité qui nous permet de nous enrichir de cette connaissance du monde qui est connaissance de soi. Nous ne devenons vraiment libres que par une rencontre avec l'autorité qui fait venir jusqu'à nous tout le trésor de civilisation élaboré par les hommes qui nous ont précédés pour nous permettre d'atteindre notre propre conscience de nous-mêmes. Prenons l'exemple tout simple de la langue que j'évoquais à l'instant. Serions-nous vraiment plus libres de penser par nous-mêmes si on ne nous avait pas appris à parler, si on ne nous avait pas transmis les mots aléatoires, contingents, résultat d'une histoire culturelle remplie d'accidents imprévus, mais ces mots qui malgré tout sont devenus pour nous la substance non pas seulement de notre communication avec les autres, mais de notre propre parole et de notre propre pensée. Nous n'aurions jamais commencé à penser si on ne nous avait pas un jour transmis cette culture qui nous vient d'autrui, si une autorité n'avait pas fait entrer notre propre intelligence dans la discipline d'une langue qui construit aujourd'hui la solidité de nos raisons. Et je crois qu'au fond, nous sommes là devant ce sujet majeur qu'il importe de réhabiliter la culture, l'altérité et l'autorité comme le seul chemin vers la liberté. On ne peut pas dire, me semble-t-il, que ma liberté commence là où s'arrête celle des autres. On devrait toujours reconnaître que ma liberté commence par la rencontre avec l'autre et que nous serions infiniment moins libres aujourd'hui, que nous ne le serions pas du tout, que nous ne serions pas du tout capables d'une pensée vraiment singulière si d'autres ne nous avaient pas transmis cette culture qui nous a permis de commencer à penser. Je termine en disant que, au fond, cette question de l'éducation, cette question de la culture, c'est, me semble-t-il, la question politique majeure pour l'avenir de nos pays, pour l'avenir de toute l'Europe. Nous sommes héritiers d'une Europe et c'est sans doute l'un des lieux du clivage qui s'installe, hélas, aujourd'hui entre l'Ouest et l'Est de l'Europe. Nous héritons d'une Europe qui a refusé de dire ses racines, qui a refusé de nommer sa civilisation, de se reconnaître héritière d'une identité singulière. Et la France, dans ce débat, a joué, je le sais, un rôle très néfaste. Mais aujourd'hui, il me semble que nous sommes à la croisée des chemins. Une Europe qui se voudrait seulement un projet, une Europe qui croirait qu'elle n'est qu'une construction et qu'elle n'est qu'une projection vers l'avenir, une Europe de l'oubli et du déni de soi, ne peut pas épouser les aspirations de ceux qui la constituent. Pardonnez-moi. À l'inverse, seule une Europe qui pourra de nouveau redécouvrir qu'elle est héritière d'une civilisation millénaire et que cette civilisation est la condition de son unité, mais aussi de la liberté des citoyens qui la composent, seule cette Europe-là pourra retrouver confiance en son avenir. J'en suis profondément convaincu, et c'est la raison pour laquelle ce lien par la culture, par le livre, dont l'étymologie même latine qui nous relie est profondément liée à la liberté, liber, liberté, ce lien par le livre
Et je n'en doute pas une seule seconde dans sa simplicité, promesse d'une très belle fécondité pour le travail qui nous attend. Merci encore en tous les cas. Merci. Monsieur Codoban, vos commentaires? Am foarte multe să spun, așa, și în primul rând voi spune că m-a impresionat prezența efectivă a autorului, domnul Bellamy, François Xavier Bellamy. Mă așteptam să fie un pic mai în vârstă, așa, adică un pic mai așezat, nu să aparțină unei generații foarte tinere. Apreciez foarte mult eleganța stilului pe care l-a văzut de altfel și în carte. Și aș vrea să atașez, m-am notat câteva idei, dar aș vrea înainte de a începe să punem în discuție ceea ce ar fi depus în discuție, aș vrea să elogiez de asemenea și intuiția dumneavoastră. Ați făcut foarte bine spunând extremă urgență, pentru că pandemia care a venit a dovedit că transmiterea este de extremă urgență. Conotația e foarte bună, ați nimerit-o foarte bine și în prezența dumneavoastră vreau să elogiez calitatea de traducător extrem de subtil pe care o reprezentați pentru mine, pentru că, regret să o spun, filologul care traduce de obicei este un om al cuvintelor. Dumneavoastră însă aveți și subtilitatea ideilor și vreau să apreciez asta și vreau să o spun precis și deschis. Deci, de asta, Mulțumesc, domnule profesor. Ceea ce faceți foarte bine, pentru că aveți efectiv proprietatea și finețea de a lucra cu ideile, nu numai cu cuvintele, așa cum regret să o spun încă o dată, unii dintre colegii mei filologi o fac. Acum revenind efectiv la carte și la discuție. Dacă îmi permiteți un moment, am să-i spun domnului Bellamy, je vais vous dire que vous aurez la transmission intégrale de cette heure et je vais faire la traduction pour vous de ce que dit monsieur Codoban. D'accord? Bon, merci. În ce mă privește, nu e nevoie de traducere. Scriu și citesc bine franceză, nu pot controla bine expresia mea în franceză și mă sfiesc în față. Dacă am fi așa doar noi între noi, aș putea încerca să vorbesc. Dar așa mă tem de ceea ce este eternitatea internetului. Și să revenim deci la discuția noastră. Mi s-a părut de la început foarte importantă ideea cărții, pentru că ea vine pe un fundament occidental foarte interesant. Transmiterea se leagă de tradiție și tradiția este hermeneutica. Gadamer o spune foarte clar, tradiția este hermeneutica. Marea problemă, de asta mi s-a părut incitantă cartea de la început, marea problemă este aceea a transmiterii și paradoxul rezultă din aceea că e vorba despre transmitere într-un context în care comunicarea este absolută, e totală, trăim într-o lume a comunicării fără limite și totuși transmiterea devine o problemă. Asta este paradoxul de la care într-un fel pornește cartea și asta m-a interesat de la început, m-a atras atenția. Mi-a plăcut foarte mult felul în care domnul Bellamy jumelează ideile oarecum paradoxal, pentru că se naște un paradox, Descartes pe de o parte și Rousseau pe de cealaltă parte. E foarte bine cum ei sunt puși împreună în ceea ce privește atitudinea până la urmă față de cunoașterea pe care educația o poate transmite. Și adausul cu Bourdieu e de asemenea, a fost de la început excepțional și s-a verificat, e ceea ce spunea cu o clipă înainte și dânsul, s-a verificat foarte mult în contextul pandemiei. De asta ziceam că formula dumneavoastră cu extremă urgență este foarte bună. S-a văzut că școala funcționează foarte diferențiat în raport cu cei cu adevărat desmoșteniți, nu? Ce acces au avut la net sau la tot felul de device-uri sau dispozitive electronice copiii din astfel de sate. Dar acum revenim și punând în discuție ceea ce este depus în discuție, sunt foarte multe lucruri pe care mi le-am notat și înainte și acum și după. Și aș avea de pus întrebări sau de introdus ca și teme de discuție
punctual câteva dintre aspectele care mi se par interesante, prelungind de altfel ceea ce domnul Bellamy spusese deja. Mă întreb, e o întrebare, mă întreb oare, nu cumva, ceea ce este industrializarea modernității a afectat în foarte mare măsură și ceea ce este transmiterea culturii și ceea ce este școala. Într-un fel, cultura seamănă cu agricultura, adică produsele se coc sau nu se coc, produsele cresc frumos sau nu cresc frumos, sunt și recolte care eșuează. Industrializarea nu permite eșecul unor recolte. Industrializarea culturii înseamnă eficientizarea ei. Editurile trebuie să publice continuu, revistele trebuie să funcționeze continuu. Mintea omenească este mai compatibilă cu agricultura, probabil, decât cu această industrializare a culturii, pe care sigur că mass media, tiparul, cu toate avantajele și binefacerile lui, a impus-o totodată. Cealaltă poveste este similară în raport cu școala. Deci cred că și școala avea un alt ritm, că ritmurile școlii probabil în lumea arhaică, în lumea profundă, în lumea antropogenezei, cred că educația era cumva sezonieră. În clipa de față însă și educația s-a cantonat într-un spațiu precis, s-a industrializat și vreau să zic că practic nu avem de-a face cu acei oameni pe care domnul Bellamy și dorește, pe care toți ne dorim, capabili să fie transmițătorii în sensul sufletului, animatorii culturii și școlii, care să producă efectiv această transmitere. Dânsul spunea, și mi-a plăcut foarte mult ideea, cultura și școala, de fapt, rezidă în această transmitere. Cultura este această transmitere efectivă. Deci, animatori care să facă însuflețit sau cu sufletul această comunicare a semnificațiilor culturale. Și ceea ce vreau să spun aici, revin și precizez imediat ideea, îmi cer scuze că într-un fel am făcut un comentariu un pic prea lung. Deci mă întreb dacă nu cumva această industrializare care transformă pe educatori într-un fel de lucrători școlari, nu cumva asta contribuie la ceea ce se întâmplă, la ineficienta transmitere a ceea ce este tradiția culturală a Europei. Și mă refer foarte precis, inclusiv, la acest formalism pe care Bruxelles l-a introdus peste tot în învățământul european, în care toate lucrurile sunt standardizate după un model al industriei educative americane. Totul devine extrem de formal și procedurile trec înaintea conținutului într-o manieră care secătuiește conținutul. Deci asta este de fapt, cred că este una din problemele care poate că ar merita discutate. Nu știu dacă n-ar fi bine să mai înșir câteva și să le discutăm sau să continui punctiform, oare? Poate e mai bine ca să alternăm. Alors, je traduis rapidement, M. Bellamy, ce que vient de dire M. Kodoban. Il se demande si l'industrialisation de la culture n'est pas un échec à l'adresse de la transmission. L'école, enfin, l'industrialisation de la modernité, de la culture en tant que telle, il la compare à l'agriculture, en quelque sorte, qui avait ses rythmes, tout comme l'école avait ses rythmes par le passé. Dans le monde archaïque, c'était plutôt une éducation saisonnière, cependant que maintenant, l'éducation s'est vraiment industrialisée. Ce qui manque, en fait, à l'école, ce sont les animateurs, ce sont les gens qui peuvent transmettre, les gens qui savent et qui peuvent le faire avec âme. C'est pour ça que j'ai employé le terme d'animateur, justement. Donc, il revient sur sa question et dit que si la culture est en grande mesure une transmission,
l'industrialisation de la culture, elle repose sur des travailleurs scolaires et non pas sur des gens qui ont une mission, qui ont une vocation pour la véritable transmission. Et dont découle cette inefficacité de la transmission. Et il donne l'exemple du formalisme bruxellois, justement, le formalisme de l'Europe, en quelque sorte, qui a standardisé le mode, sur le mode américain, en quelque sorte, les éléments qui tiennent de l'école et où les procédures occupent beaucoup plus de place, ont beaucoup plus d'importance que le contenu, en fait, de ce que l'on transmet. Et il aimerait peut-être commenter avec vous un peu cette position de l'industrialisation, je dirais, de la culture et des méfaits qui en découlent. Excelent, mulțumesc tare mult. Merci beaucoup. Il y aurait beaucoup à dire et beaucoup de perspectives à explorer dans la voie de ce que vous venez de décrire, de ce phénomène que vous appelez industrialisation de la culture. Je dirais peut-être seulement trois choses, trois regards sur des angles un peu différents de cette même question. D'abord, derrière la notion d'industrialisation de la culture, il y a l'écrasement de la singularité. Et je crois que cette question de la singularité est centrale dans la culture, aussi bien que dans son rejet. Il n'y a pas de culture universelle. Il n'y a pas de civilisation universelle. Et bien sûr, l'homme est un être fait pour l'universel, mais en vérité, il va toujours à l'universel en passant par le particulier. Et c'est cet nécessaire enracinement dans la singularité que nous n'arrivons plus à concevoir. Il me semble qu'il y a là un travers très cartésien en un sens. Nous voulons l'universel et rien que l'universel. Et tout abaissement dans le singulier nous paraît dégradant, nous paraît nécessairement enfermant et aliénant. Or, je crois qu'il est nécessaire de reconnaître que c'est toujours la fécondité du singulier que de nous ouvrir à l'universel. On ne peut bien parler la langue d'autrui que si l'on parle d'abord bien sa propre langue. Et cet enseignement de l'articulation féconde du singulier et de l'universel me semble être à la fois le plus grand héritage historique et le plus grand oubli contemporain de l'Europe. L'Europe aujourd'hui se rêve, en tous les cas les institutions européennes, bien souvent rêvent qu'elles sont le synonyme de cet universel enfin concret, d'une forme d'universalisation abstraite qui serait réalisée dans les faits. Alors que la fécondité de l'Europe est au contraire d'être l'union de nombreux peuples unis par une civilisation commune, mais qui a donné naissance à une pluralité de cultures. Et cette pluralité de cultures, cette singularité des cultures européennes est, je crois, ce qu'il y a de plus fécond, de plus singulier à soi seul dans l'héritage européen. L'Europe n'est pas la Chine ou les États-Unis, elle a un modèle bien à elle qui est lié à son histoire. Et je pense que cet écrasement de la singularité vient directement avec la dynamique de l'industrialisation que vous évoquiez à l'instant. Quel est en effet, ce serait mon deuxième regard, quelle est en effet la différence entre... quel est en effet le propre de l'industrie? Le propre de l'industrie, c'est qu'elle produit de l'uniformité. Vous le savez parfaitement, l'industrialisation correspond à la faculté, par le développement de la machine en particulier, de standardiser, d'uniformiser, d'homogénéiser ses propres produits. Vous évoquiez la question de l'harmonisation des schémas étudiants dans l'espace européen. Il y a bien là quelque chose d'industriel, en ce sens que l'industrie se reconnaît au fait qu'elle produit du modèle unique. Lorsque vous achetez un lit fabriqué par un industriel,
un lit fabriqué par une marque de mobilier qui vend des lits partout en Europe, eh bien, ces lits sont identiques, tous, quels qu'ils soient, où que vous les achetiez, où que vous les installiez. Le propre de l'industrie, quand elle a réussi son œuvre, c'est qu'elle a produit de l'indiscernable. Et que s'il y a une différence entre deux lits produits par le même industriel, cette différence s'appelle un défaut, c'est un problème. À l'inverse, de l'artisanat qui, lui, au contraire, produit du singulier. Et il me semble que, ce serait donc mon deuxième regard, il me semble que nous avons perdu le sens du métier d'enseignant. Le métier de professeur est un métier d'artisan. C'est un artisanat. Et je suis, moi, pour ma part, très inquiet lorsque, dans mon pays, par exemple, je vois se multiplier la volonté de développer des standards, de fixer des pratiques uniformes, de faire rentrer l'enseignement dans un schéma identique. Le propre de l'artisanat, c'est qu'il est toujours l'ajustement né de la main de l'artisan, de l'esprit de l'artisan, à une réalité singulière. Le menuisier qui fait un lit, il prend une planche de bois et il s'ajuste à cette planche. Il fait avec les nœuds qui la traversent, il essaye de faire un lit qui sera toujours singulier à partir de la singularité du bois qu'il reçoit dans ses propres mains. Eh bien, le bon professeur est celui qui se comporte de la même manière avec ses élèves. La pédagogie, écrivait le philosophe Alain, la pédagogie, c'est la science des professeurs chahutés. Je ne sais pas comment on traduit ça en roumain, mais je crois que c'est très vrai. Il n'y a pas de méthode unique, il n'y a pas de recette unique. Et d'ailleurs, je crois qu'il en va de même du métier de parent ou de grands-parents. C'est aussi un artisanat, en ce sens que l'on reçoit la singularité d'un être avec ce qu'elle a de merveilleuse, avec ce qu'elle a de fragile, avec ce qu'elle a de blessé, et qu'il faut tenter de le faire grandir, mais il n'y a pas de recette unique, il n'y a pas de méthode absolue. Et c'est toujours dans cet ajustement que le bon enseignant se distingue, que le parent se découvre. Il n'y a pas de leçon, il n'y a pas de recette miracle ou de méthode industrielle, pour reprendre votre expression, pour pouvoir réussir ce miracle qu'est une relation pédagogique, une relation d'éducation. Et puis mon troisième point serait plus marginal, mais je le crois pourtant important. Dans cette tentation de l'industrialisation de la culture, le numérique joue un rôle important. Non pas le numérique comme outil, le digital comme instrument, non, le numérique comme utopie, comme une sorte de rêve que l'industrie, avec ce qu'elle produit de plus extraordinaire, va remplacer la culture ou remplacer la transmission. À quoi bon apprendre un texte quand vous pouvez le trouver sur Internet, nous disent les spécialistes contemporains de l'éducation. À quoi bon s'obliger à apprendre par cœur des tables de multiplication alors que nous avons tous des calculettes dans nos poches? Nous avons tous deux été interrompus par nos téléphones portables au cours de notre réflexion, qui sont venus nous rappeler qu'ils existaient et qu'ils disposaient de toutes les fonctions dont nos esprits pouvaient avoir besoin. Comme l'écrivait Kant dans Qu'est-ce que les Lumières, à quoi bon me donner la peine de penser pourvu que je puisse payer? C'est un peu la promesse du numérique qui se révèle à nouveau. Aujourd'hui, on voudrait qu'il y ait des écrans partout dans les classes, on voudrait que le digital soit utilisé partout dans le travail éducatif, non pas parce qu'on en a besoin, mais parce qu'on est convaincu que c'est quelque chose comme l'avenir, le progrès, comme la nouveauté, la modernité qu'il faudrait nécessairement épouser. Et moi, je dis que, évidemment, le numérique est une chance extraordinaire, c'est une chance inouïe que nous soyons réunis aujourd'hui, malgré la distance, pour penser ensemble, grâce à cet outil nouveau dont nous disposons maintenant. C'est une chance que chacun d'entre nous puisse avoir accès, et combien nos aînés nous auraient envié pour cela, que nous puissions avoir accès en quelques clics à la littérature universelle, à la philosophie, à l'histoire, à la science, à bien des connaissances qui sont aujourd'hui entreposées pour nous et disponibles gratuitement ou presque de n'importe quel point du globe. C'est un trésor extraordinaire.
Mais pour pouvoir bénéficier de ce trésor, encore faut-il savoir chercher. Pour pouvoir bénéficier de cette mine d'or, encore faut-il savoir ce qu'il y a dedans à trouver. Encore faut-il avoir une attention prête à se concentrer sur les choses et sur les textes, prête à discerner ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas, ce qui est solide de ce qui ne l'est pas, ce qui est beau de ce qui ne l'est pas. Et c'est la raison pour laquelle il me semble que si nous voulons que le numérique reste un outil et ne devienne pas une sorte d'idéal en soi, si nous voulons, pour le dire autrement, que le numérique reste un pouvoir pour nous et que nous ne devenions pas les esclaves de notre propre pouvoir, il me semble que la meilleure des solutions, que l'école la plus moderne, la plus intelligente dans le monde du digital, c'est celle qui laissera les enfants grandir loin des écrans, celle qui leur donnera l'occasion de fréquenter des livres, celle qui leur donnera l'occasion d'entendre et d'écouter, celle qui les laissera apprendre par cœur. Je ne sais pas si l'expression existe en roumain, mais apprendre par cœur, c'est-à-dire apprendre par le cœur, recevoir dans sa mémoire ce qui irrigue ensuite notre sensibilité, notre regard sur le monde. Et il me semble que cette idée finira par l'emporter un jour, et j'espère pas trop tard. Le risque est qu'une génération qui est aujourd'hui aux responsabilités se croit obligée, pour ne pas être dépassée, pour ne pas paraître dépassée, d'inonder les élèves d'écran, alors qu'en réalité, au contraire, ils auraient besoin, je crois, d'en être d'abord libérés pour pouvoir ensuite s'en servir. Comme le disait Heidegger, ceux qui ne savent pas vieillir ne cessent d'ennuyer les jeunes avec les dernières nouveautés. Ceux qui ont le sens des choses importantes les ramènent à l'essentiel. Si. Monsieur Codoban? Mulțumesc mult, mi-a făcut mare plăcere răspunsul, adică mi-a făcut plăcere. De ce mi-a făcut plăcere? Pentru că, într-un fel, confirmă că interpretarea mea în ceea ce privește pe domnul Bellamy, gândirea dânsului este corectă și mi-a făcut plăcere să văd consonanța felului în care gândim, drept care, exact în prelungirea ceea ce a spus dânsul, într-un fel anticipam asta. Aș avea încă doar 2 scurte comentarii. Eu nu știu cât ne putem permite să ne întindem. Puțin. Până la fix. Până la fix, am înțeles. Atunci doar 2 scurte comentarii voi face, aplicate direct la ceea ce dânsul a spus deja. Și prima observație ar merge în această direcție, că mă întreb dacă nu cumva, prelungind ceea ce dânsul spusese, dacă nu cumva Europa privilegiază societatea față de comunitate, și voi încerca să mă explic un pic mai bine în ce fel face această idee juncțiune cu ceea ce spusese dânsul. Deci, mai degrabă, pentru că Europa vrea, ca să zic așa, oameni care să aparțină societății, nu oameni care să aparțină comunității. Mă tem într-un fel că Europa nu poate digera sau e obligată să digere, de fapt, comunitățile. Nu le poate metaboliza, nu le poate înghiți, trebuie să le digere înainte de a le metaboliza. Deci, și aici se lipește bine cu ceea ce spunea dânsul. Știm bine din contextul filozofiei că orice determinație e o limitare. Ori acest stil de învățământ și de transmitere a culturii pare să vrea să obțină omul liber de determinații, fără niciun fel de limitare, dar acest om este, de fapt, cum să spun, omul fără niciun fel de concretețe. E un fel de om fantomatic, ca să zic așa. Deci dacă mergem pe această direcție a eliminării limitărilor, ceea ce sunt determinații care fixează oamenii în anumite comunități sau culturi, atunci riscăm să producem niște oameni fantomatici ca viitori membri ai, eu aș spune, societății, nu comunității europene, în acești termeni. Soluția este cea pe care dânsul o anticipase de altfel și această soluție este mai degrabă una hegeliană, adică sporirea determinațiilor, creșterea concreteței a ceea ce este omul. Și apreciez extrem de mult, este exact și ideea mea că ceea ce ar face meseria de educator
de transmițător al valorilor culturale, este mai degrabă artizanul. Că această meserie de educator și de transmitere culturală e o meserie artizanală. E extrem de important ca ceea ce face profesorul sau învățătorul să se învecineze cumva cu ceea ce face artistul. Această învecinare este într-adevăr valoroasă, la fel cum se întâmplă și în contextul cultural, adică cel care reușește să fie artizan, cel care reușește să transmită determinațiile așa cum sunt ele dintr-o cultură nată, să le transpună, este cel care produce câștigul. În fine, ultimul dintre comentarii, încerc să fiu succint și să nu mă întind, ultimul dintre comentarii este un comentariu sumbru. Apropo de digitalizare, de ultima dintre cele 3 puncte pe care dânsul le prezentase, mă întreb dacă cumva nu asta se întâmplă în clipa de față în istoria omenirii, umanității occidentale, că omul este eliberat de orice fel de determinații, pentru ca el să poată fi integrat după aceea într-un gen de realitate care să-l transcadă sau să-l depășească. E un autor, în timp ce dânsul vorbea, mi-am amintit că dar nu pot să mă amintesc cine dintre autorii de proză științifico-fantastică clasică francezi a avut o idee stupefiantă apropo de inventarea telefonului. I s-a părut că telefonul și centralele telefonice devin un fel de creier al umanității. E bun, asta era o anticipare într-un fel, dar e foarte clar pentru noi că ceea ce sunt telefoanele mobile în clipa de față și toate device-urile acestea electronice devin un fel de mijloace de integrare într-un fel de conștiință colectivă și imaginea mea sumbră este următoarea, că într-o bună zi cineva va produce chipuri care vor putea fi introduse direct în creierul nostru, că nu va mai trebui să ținem în mână telefonul, că el va fi direct în creierul nostru și că vom fi racordați la o rețea, așa cum sunt și furnicile. Am fi racordați la un fel de rețea electronică. Furnicile sunt racordate prin tot felul de substanțe chimice, cred, și tot felul de alte astfel de aspecte biologice. Dar mă gândesc că am fi racordați într-o bună zi și ca omul acesta care nu primește tradiția, acești ultimi oameni despre care vorbea Nietzsche, omul la care se oprește moștenirea culturală și nu transmite mai departe celor care urmează după el, acest om, de fapt, e omul care ajută la producerea omului furnică, a omului care după aceea va fi integrat în furnicar grație mijloacelor electronice. De aceea, într-adevăr, această învățare prin inimă, ca să zic așa, care e greu de tradus, așa este, într-adevăr, dar înțeleg foarte bine. Asta ar fi soluția, una departe de ecrane, una care se apropie mai degrabă de ceea ce este efectiva viață a omului și a culturii lui. E poate un comentariu prea extins și prea grabnic și prea lăbărțat, dar mă bazez pe subtilitatea dumneavoastră, efectiv. J'essaie de reprendre un tout petit peu ce que disait Monsieur Cordoban, parce que il va dans votre sens, il abonde, je dirais même en votre sens, en posant peut-être une question subsidiaire. Monsieur Cordoban disait que l'Europe privilégie la société par rapport à la communauté. Donc, il y a ici deux termes qui s'opposent dans son discours, en ce que l'Europe est obligée de digérer les communautés, c'est-à-dire, mais elle n'est pas encore à même de métaboliser en quelque sorte ces communautés. Elle ne les a pas vraiment intégrées, en quelque sorte. Par ailleurs, il disait que toute détermination est une délimitation également, et que l'homme libre de détermination est un homme fantomatique, est un homme sans concret, sans substance en fait, et que l'élimination justement de ces déterminations produit en fin de compte des hommes
fantomatique, justement. La solution à ce problème, c'est au contraire de faire augmenter les déterminations, faire augmenter le concret, en quelque sorte, de l'homme. Et ici, il était tout à fait d'accord avec votre métaphore de l'artisan et du professeur qui doit être, du professeur qui doit être très proche de l'artiste, en comprenant par le terme, en prenant du terme artisan la première partie de l'art. Non, le professeur doit voisiner l'artiste parce que justement il doit faire de la matière, travailler la matière humaine à la manière d'un artiste. Il reprenait également votre commentaire à propos du numérique, justement, parce qu'un homme délivré de toute détermination est un homme qui est finalement intégré dans une sorte de conscience collective. Et il se rappelait un écrivain français de science-fiction qui avait fait du téléphone, en quelque sorte, du central téléphonique, en quelque sorte, un central générant une sorte de commande universelle pour l'humain. Le téléphone en tant que cerveau de l'humanité. Sa conclusion est assez sombre, puisqu'elle imagine des petits modules implantés directement dans le cerveau et qui seront rattachés par la suite à un réseau universel. C'est l'exemple de la fourmi. La fourmi, paraît-il, est liée à la fourmilière par des substances chimiques et écoute les commandes, les injonctions de la fourmilière. Pareillement, l'homme qui ne reçoit plus la tradition, qui n'a plus d'héritage culturel, est l'homme qui aidera en fin de compte à sa propre transformation en homme fourmi, c'est-à-dire un homme commandé de l'extérieur en fin de compte. Bon, il faut tout prendre à métaphore. Enfin, on parle métaphore carrément de l'homme fourmi, mais il s'agit notamment de cette vision peut-être plus éloignée, mais qui semble se dessiner à l'horizon à propos de l'homme fourmi, justement. Votre commentaire éventuellement? Merci beaucoup, monsieur le professeur. Et c'est très touchant et très marquant de voir que malgré la distance et le fait que nous échangeons ici pour la première fois, nos regards convergent sur ce qui est en train de se jouer. C'était d'ailleurs un sujet de grand étonnement pour moi, parce que lorsque j'ai publié Les Déshérités en France, je pensais qu'il s'agissait d'un sujet français. Et je pensais que je parlais de la crise de l'école en France. Et j'ai été très surpris de voir que ce livre recevait un écho et qu'il était traduit en dehors de France, en Espagne, en Italie, en Roumanie aujourd'hui. Et nous voyons qu'au fond, c'est bien de l'Europe qu'il s'agit et d'un phénomène européen. Il me semble que le risque que vous pointez est très réel et qu'encore une fois, il porte sur une acception de la liberté qui pourrait finir par condamner ce que nous prétendons défendre. Vous l'avez très bien dit, la liberté sans détermination, la liberté que Descartes appelait liberté d'indétermination, c'est une liberté fantomatique. Parce que je suis libre si je suis indéterminé. Mais ce qui fait que je suis indéterminé, c'est d'abord la distance que je réussis à garder avec les autres, parce que les autres pourraient me déterminer, m'influencer de quelque manière que ce soit, contraindre ma liberté. Mais c'est aussi la distance que je garde avec moi-même, parce que dès lors que je fais un choix, alors je me détermine. Je l'ai vécu avec mes élèves pendant de nombreuses années.
lorsque mes élèves devaient choisir leur orientation, et il était très angoissant pour eux de devoir s'engager dans une direction. Si je décide de devenir professeur de philosophie, alors je ne pourrai plus être pilote d'avion. Et si je veux être menuisier, alors je ne serai plus médecin. Parce que quand on s'engage dans une voie, eh bien, on renonce nécessairement aux autres. Et cet engagement, cette détermination nous font peur parce que nous vivons dans un monde qui est, je le crois, profondément celui de la modernité. Et il me semble que c'est l'essence de la modernité que de définir ainsi la liberté, un monde pour lequel la liberté est une indétermination. Plus je fais des choix, plus je perds ma liberté d'une certaine manière. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, et c'est aussi une clé de la crise de l'éducation, c'est la raison pour laquelle nous vivons dans un monde qui idéalise à ce point la jeunesse. Parce que être jeune, c'est être encore indéterminé. C'est avoir devant soi toutes les options possibles. Alors que pour nous qui échangeons aujourd'hui, nous savons très bien que le champ des possibles s'est réduit. Aucun de nous trois ne deviendra pilote de chasse. Aucun de nous trois ne deviendra un grand cuisinier. Et c'est ainsi. Notre vie est ainsi faite que nous avons choisi autre chose, que nous avons pris un autre chemin et, contrairement à ce que voudrait l'expression populaire, on ne refait pas sa vie. Voilà ce qui est vertigineux pour le monde contemporain. Au fond, nous vivons la liberté moderne, la liberté de Don Juan, qui veut pouvoir aimer toutes les femmes, mais pour pouvoir aimer toutes les femmes, il faut n'en aimer aucune. Parce que si vous en aimez une vraiment, eh bien, par définition, vous ne pouvez pas dire que vous allez garder l'esprit et l'attention ouverte à toutes les autres femmes possibles. Donc, le monde de cette liberté moderne, c'est le monde d'une liberté qui se détruit elle-même dans la mesure où vous pouvez avoir le choix, tous les choix possibles devant vous, mais à condition de ne jamais faire un choix. Parce que si vous faites un choix, par définition, eh bien, vous n'avez plus tout à fait le choix. Et donc, cette liberté fantomatique, cette liberté vide, cette liberté purement abstraite, est une espèce de malédiction, parce qu'elle nous fait croire que nous pourrons rester libres à condition que nous ne fassions jamais une vraie expérience de liberté, à condition que nous ne puissions jamais incarner cette liberté dans une décision, dans une détermination possible. C'est je crois, le cœur de cette question de la liberté qui est si centrale dans l'idée dans la crise de la transmission. Et je le redis, Aristote, dans l'éthique à œdème, considère que la vertu est la condition du bonheur et que la vertu vient avec le temps et avec l'exercice. Et Aristote se demande si, dans l'éthique à œdème, si on peut être heureux quand on est jeune. Et il répond que pas tout à fait. Parce que, bien sûr, on peut ne pas être très malheureux quand on est jeune, mais quand on est jeune, on n'a pas encore eu le temps d'accomplir en soi ce qui devait être déployé, ce qui attendait d'être révélé. Et ce n'est que quand on vieillit que l'on peut toucher du doigt le bonheur. Et plus le temps passe et plus on a de chances d'être heureux. Et il me semble que cette idée de la réalisation par la vertu de ce que l'on peut faire advenir en soi est radicalement adverse à l'idée moderne de la liberté qui, encore une fois, je le redis, c'est l'idée que la liberté est immédiate, et qu'elle se réduit avec le poids de la société, avec la somme des déterminations que les autres font peser sur nous et avec le drame que représente le fait que nos propres choix nous obligent à sacrifier tant d'autres options disponibles. Cette fascination pour l'immédiateté, ce refus de la médiation, ce refus de la transmission, fait qu'aujourd'hui, quand vous avez dans la relation éducative un plus jeune en face d'un aîné, c'est le plus jeune qui est envié par l'aîné. Combien de fois nous avons dit que nous voulions rester jeunes? Combien de fois nous avons entendu des personnes, même d'un âge très mûr, garantir qu'elles étaient encore jeunes dans leur esprit, comme si au fond le but de l'existence c'était de ne pas sortir de cet état d'indétermination qui caractérise la jeunesse, comme si nous étions à ce point piégés par cette liberté d'un fantôme
que nous avions peur de vivre l'expérience d'une liberté réalisée dans les choix que nous avons faits et qui ont sculpté notre vie comme l'œuvre d'un artisan, pour revenir à notre conversation précédente. Voilà peut-être ce qui se joue dans la nécessaire réconciliation avec l'idée de la transmission. Mais je vois que je suis trop long et que nous arrivons à la fin de notre échange. Je voudrais simplement terminer en vous disant encore une fois un immense merci, molto mesque, pour cette invitation et pour la grande joie, le grand honneur que vous m'avez fait de partager cette conversation avec vous, monsieur le professeur, madame Bakonski, et puis pour vous dire aussi à quel point j'espère pouvoir prolonger ce premier échange lorsque, au-delà des écrans, nous nous reverrons en vrai, et peut-être à Cluj dans les mois ou la période qui viendra. Merci encore infiniment en tous les cas. Merci à vous, Monsieur Bellamy. Merci à vous, Monsieur le professeur Kodoban. Et enfin, je fais le vœu qu'on se voit vraiment face à face. Voilà. Merci et au revoir. Bonne journée. Merci encore.